Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 9 septembre. Bienvenue pour ce premier numéro du 7-8 Hebdo, une nouvelle émission durant laquelle nous allons revenir sur l'actualité de la semaine. Voici les titres. Les policiers municipaux de Maurepas, entraînés aux pratiques du self-défense, plusieurs agents ont été formés pendant 3 jours. Objectif, mieux sécuriser les interventions. Elle dure, la crise dans le monde agricole entre baisse des prix, inondations et sécheresse. Pour tenter d'y répondre, la région Île-de-France a annoncé le déblocage d'une aide exceptionnelle. Nous en parlerons avec notre invité, un céréalier yvelinois. Et puis, dans cette émission, nous reviendrons sur le reste de l'actualité avec notamment Nicolas Sarkozy en déplacement à Poissy ou encore la rentrée scolaire. Mais l'actualité la plus récente, c'est la primaire de la droite et du centre. Les candidats avaient jusqu'au 9 septembre pour déposer leur candidature. Les noms des participants officiels à la primaire seront connus le 21 septembre prochain. Dans les Yvelines, 3 candidats espéraient faire partie de la course. C'est bon pour Jean-Frédéric Poisson, député de la 10e circonscription des Yvelines et président du Parti chrétien-démocrate. Il n'était pas soumis aux règles du parrainage. Ça coince en revanche pour Jacques Millard, le député maire de Maisons-Laffitte. Il n'a pas réussi notamment à rassembler un nombre suffisant de parlementaires sur sa candidature. Quant à Henri Guénaud, le député yvelinois, il a annoncé qu'il se présenterait directement à l'élection présidentielle sans passer par la case primaire. L'ancienne plume de Nicolas Sarkozy a déclaré ne pas vouloir rester les bras croisés devant un tel naufrage. Fin de citation. Dans le reste de l'actualité, à Saint-Quentin, après la signature d'une convention de coordination entre la police municipale de Maurepas et la police nationale en juin dernier, agents municipaux et de surveillance de la voirie ont été formés aux pratiques du self-défense. Un reportage de Corinne Fallin. Nous son pif. C'est bon, lâchez-le. Allez, dégagez. Lâchez-le, monsieur. Je veux partir. Allez-y, lâchez-le. Maîtrise de soi, gestion du stress et surtout communication. Autant de notions essentielles pour sécuriser les interventions des policiers municipaux. Pendant 3 jours au Parc des Sports du Bout des Clos de Maurepas, ils ont été formés au self-défense et à son cadre légal. L'intérêt pour les policiers municipaux de Maurepas de suivre cette formation, c'est de leur garantir d'intervenir pour eux en toute sécurité, mais également pour autrui, tout en respectant les droits fondamentaux de la personne, bien sûr. Les agents de surveillance de la voie publique, non autorisés à porter des armes, étaient eux aussi intégrés à la formation pour être formés aux techniques de maîtrise d'individus. Depuis 2 ans, la ville de Maurepas a choisi de renforcer sa police municipale en quadruplant son effectif, passant de 2 à 8 agents. Suite à la signature d'une convention de coordination, nous avons demandé l'autorisation en préfecture de doter notre police municipale d'armes de catégorie D, donc à savoir des bâtons de défense et des bombes lacrymogènes. Pour la catégorie D, il n'y a pas de formation obligatoire, mais nous avons souhaité que les agents soient formés au maniement de ce matériel. À l'issue de cet apprentissage, le formateur fera passer aux agents un test d'aptitude. Une demande de port individuelle sera ensuite rédigée au préfet, sous réserve d'un avis médical favorable. Et pour évoquer l'actualité de la semaine, maintenant un invité sur notre plateau, Olivier Gousseau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes céréalier aux Alluets-le-Roi dans les Yvelines et membre de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. On va évoquer avec vous, bien sûr, la crise du monde agricole qui n'en finit plus, les producteurs de lait fin août, les éleveurs bovins cette semaine. Dites-nous un peu, est-ce que cette crise va-t-elle terminer un jour, va-t-elle s'arrêter selon vous? Est-ce que vous êtes optimiste quand vous voyez toute l'actualité qui touche votre monde à vous? Hélas, j'ai plutôt un message assez pessimiste parce que la crise, nos amis les éleveurs sont dedans depuis 4 ans. Nous, céréaliers, cette année, on fait une année noire comme on n'a jamais connue. Depuis que je me suis installé, moi, en 89, on a eu l'année 2002. De mémoire, il y avait également l'année 1976 où il y avait eu les sécheresses. Mais là, c'est encore plus grave que l'année 1976. Donc, on n'allait pas à vouloir demander un impôt sécheresse, rassurez-vous. Mais là, c'est plutôt l'inverse. On a eu un excès d'eau au mois de mai-juin avec un manque d'ensoleillement, ce qui a fait des très mauvaises fécondations au niveau de la floraison du blé, même de toutes les cultures. Et on a fait des rendements comme on n'a jamais fait. Hélas, on a battu des records très très bas, quoi. Et puis ça donne l'impression que ce soit les éleveurs, les producteurs, il y a toujours une crise, on a l'impression, tous les ans, tous les 2-3 ans, il y a un nouveau mouvement qui se met en place, une crise, des solutions qui sont apportées par les pouvoirs publics, mais finalement ça recommence comme une musique sans fin.
Comment ça se fait? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution pour le très long terme? Ce qui se passe, c'est qu'il faut revenir justement en arrière. Avant, on avait la PAC qui nous protégeait. Maintenant, on est en cours mondial. Il n'y a aucun filet de sécurité, il n'y a rien qui nous protège. Donc, en France, on a des charges franco-françaises qui sont très très lourdes. Et par rapport à une économie agricole mondiale, où quand vous savez qu'un employé de Pologne touche 15 € par jour, alors que nous, c'est bientôt à l'heure. Vous voyez qu'on n'est même pas compétitif au sein de l'Europe. Justement, sur cette question de la problématique, quel est le problème principal aujourd'hui? C'est une question de prix, c'est une question de charge? Est-ce que c'est les banques qui ne jouent pas le jeu? Quel est trop de charges pour vous? Quel est le problème principal, s'il y avait un problème principal? Alors c'est le manque de concurrence, de compétitivité comme on est. On a trop de charges, je vous dis, on paye des taxes de tous les côtés, on doit se mettre aux normes. Ça nous coûte énormément cher, on n'a pas les moyens justement de faire tout ça. Et en plus, cette année, je vous dis, il y a eu 3 facteurs qui se cumulent. Déjà, donc le climat qui n'a pas du tout été favorable, ce qui a fait qu'on a fait des rendements divisés par 2. Mais malgré tout, en plus, le peu de céréales qu'on a récoltées, la qualité a été catastrophique. On a même des pénalités par rapport à notre qualité. Et en plus, manque de chance pour nous. Vous avez par contre en Ukraine et en Amérique du Nord, nos concurrents exportateurs de céréales, eux, ils ont fait une bonne année cette année. Donc, quand vous cumulez les 3, on est mort. Donc là, heureusement qu'il y a quand même les banques qui nous soutiennent. On peut remercier aussi Valérie Pécresse qui nous a fait un geste symbolique, mais malgré tout, c'est déjà un début. Ça amorce un peu la pompe, en espérant que les instances politiques ou même les départements, les intercommunalités, quelqu'un nous aide un petit peu, parce qu'on fait un appel au peuple là pour arriver à sauver nos exploitations. On va évoquer le cas de Valérie Pécresse et de l'aide qu'il y a des blocs pour vous soutenir, mais sur votre cas à vous en particulier, ces pertes dont vous parliez à cause des inondations au mois de mai, au mois de juin, et puis de la sécheresse de cette fin d'été, combien ça représente en termes de pertes, en termes de pourcentage peut-être sur tout ce que vous produisez d'habitude? Oui, alors cette année, pour vous expliquer, moi j'ai travaillé pour perdre de l'argent. On a perdu globalement entre 4 et 500 € de l'hectare. On ne sait pas encore exactement, suivant les prix de nos céréales, parce qu'on n'a pas encore touché on a touché un acompte, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils vont nous payer, parce qu'on va avoir énormément de réfactions. Donc je pense que là, ça va plutôt être dans les 500 € de l'hectare de perte. Donc ce qui veut dire que moi, je vais perdre 120 000 € cette année pour avoir travaillé. Donc c'est complètement démoralisant. Alors j'espère que les banques, là on a un appel de trésorerie énorme, parce qu'on va avoir du mal à payer nos fournisseurs. Dès le mois de décembre, ça va être très compliqué, parce que notre future récolte, c'est qu'au mois d'août, juillet-août de 2017, et on va avoir 6 mois très difficiles, on va être dans le rouge tous. Cette situation, c'est principalement les céréaliers dans les Yvelines, ou alors c'est tous les agriculteurs, c'est tout le monde agricole qui est touché, ou est-ce qu'il y en a qui sont finalement peu touchés aujourd'hui? Le problème, justement, la dégradation au niveau de la pluviométrie, elle s'est centrée surtout sur le bassin parisien. Le plus touché, c'est le Sud-Essonne et le Loiret. Mais après, vous reprenez même la Champagne, ça remonte dans l'Oise, et bon, les Yvelines, Val d'Oise, on va chercher dans l'Eure, l'Eure-et-Loire. Vous voyez, tout le bassin parisien qui a été touché énormément. Et pour répondre à cette crise, les pouvoirs publics essaient de trouver des solutions. Et il y a quelques jours, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, s'est rendue dans une exploitation yvelinoise. Après les aléas climatiques du printemps et de cet été, de nombreuses structures franciliennes ont vu leur récolte fortement diminuer. Un reportage de Mélanie Poquet. De 500 à 600 € par hectare, des pertes catastrophiques selon les agriculteurs franciliens. La récolte 2016 est inédite. Mercredi 31 août, la présidente de la région Île-de-France a présenté un dispositif de soutien de plus de 6 millions d'euros. Il faut être à leur côté, il faut les aider, il faut être là. Et la mesure qu'ils nous ont proposée est une mesure intelligente, parce que l'idée, c'est d'éviter l'effet domino. Aujourd'hui, ils ont une très mauvaise récolte. S'ils sèment les mauvaises graines qu'ils ont récoltées cette année, ils auront une récolte encore pire. Donc on va travailler sur la qualité des semences, on va aider à acheter des bonnes semences pour que la récolte soit meilleure l'année prochaine. Les grains de blé portent les stigmates des mauvaises conditions climatiques de ces derniers mois, moins colorés, plus petits. La récolte de Lucien Vallée, céréalier yvelinois, a été fortement touchée. Lors de la moisson, en récoltant le grain, on s'est aperçu que les épis étaient formés, mais qu'il n'y avait rien dedans. C'est-à-dire en épluchant un épi de blé, on s'est retrouvé avec 4-5 grains normaux et tout le reste des petits grains ou ratatinés, malades.
Une année normale en blé, je suis dans une moyenne de 80-85 quintaux. Et là, je me retrouve sur un rendement de 40 quintaux. Les plus anciens d'entre nous, nos parents, nos grands-parents, n'ont jamais connu cette situation. Il était resté gravé l'année 76 dans les mémoires, qui était une année de sécheresse, celle-ci, qui avait impacté durement les rendements, mais une année 2016 comme ça, qui impacte avec des niveaux de rendement divisés par 2, des chiffres d'affaires divisés par 2, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Le dispositif actuel s'ajoute aux millions d'euros déjà débloqués par la région en soutien aux agriculteurs touchés par les inondations. Olivier Gousseau, la région qui débloque plus de 6 millions d'euros pour vous, j'imagine que c'est une nouvelle qui doit vous ravir. Est-ce que c'est suffisant pour autant une telle somme ou alors il faudrait beaucoup plus ? Pour vous expliquer, on remercie, je vous dis, Valérie Pécresse qui vient justement nous aider un petit peu. C'est très symbolique parce que c'est le symbole un petit peu de nous aider sur les semences. Ça anticipe la future récolte 2017 pour éviter justement de faire l'effet boule de neige. Par contre, ce qu'elle nous donne, ça représente, pour vous expliquer, cette année, Bruxelles va nous diminuer encore nos aides de l'Europe. Donc, par rapport à ce qu'elle va nous donner, ça ne représente même pas ce que Bruxelles va nous soustraire cette année. Mais bon, c'est déjà ça. D'un côté, on nous donne et de l'autre côté, on nous reprend, quoi. Donc, c'est un peu la politique des porte-monnaies qui circulent. On entendait dans le reportage le parallèle avec l'année 76. Est-ce que cette année 2016 est la pire que vous ayez connue et que les agriculteurs que vous connaissez aient connue aussi ? Ah, mais complètement, puisque en 76, les agriculteurs avaient beaucoup moins de charges. Ils n'étaient pas étranglés comme nous avec la fiscalité, avec les mises aux normes, comme nous avons maintenant actuellement. C'est pour ça qu'on demande une année blanche au niveau des remboursements d'emprunts. On demande justement l'arrêt des contraintes justement administratives et de mise aux normes, parce qu'on ne pourra pas du tout arriver à répondre à tout le monde. Et une année comme celle-ci, est-ce que pour vous, malheureusement, est-ce qu'il va falloir s'y habituer ou alors elle reste tout de même exceptionnelle ? Est-ce que vous avez peur de devoir vous y habituer ? Dans notre métier, on est habitué à avoir des mauvaises années, donc l'espoir fait vivre. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va nous falloir au moins 4 à 5 ans d'années correctes pour éponger cette année, parce que ça nous fait un trou énorme au niveau trésorerie. Il y a même les jeunes, il y a certains agriculteurs qui vont être obligés de jeter l'éponge, quoi. Justement, en termes de météo, on va rentrer dans l'automne d'ici quelques jours. Quelle serait la météo parfaite pour vous ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour essayer de remonter un peu la pente ? Ouais, comme vous le dites, en plus cette année, là on est déjà en train de semer nos colzas pour la future récolte. Là, après l'excès de pluie au mois de mai-juin, maintenant on se retrouve en situation de sécheresse calamiteuse, puisque nous avons encore les maïs à récolter, les betteraves. Ça, c'est des cultures qui sont encore en place. Ils auraient eu besoin d'eau ces jours-ci et ils n'en ont pas reçu. Donc finalement, on ne va même pas pouvoir se rattraper sur d'autres cultures. Le problème de cette année, c'est que toutes les cultures vont être impactées du début jusqu'à la fin. Et on est en train de rater nos semis pour la future récolte avec cette sécheresse. Donc idéalement, on espère avoir de l'eau, mais notre météo ne nous en annonce pas du tout avant 15 jours. Bon, tant mieux pour les touristes, mais il y a beaucoup de tourisme au mois de septembre. Ils annoncent des 31-32 degrés la semaine prochaine. Pour nous, c'est une catastrophe, quoi. On reste dans la thématique agricole avec la crise des producteurs de lait. Cette fois-ci, pour y répondre, des fermes yvelinoises se sont associées et produisent dorénavant le lait d'Île-de-France. Une démarche locale et éco-responsable. Un reportage de Florane Parfait. Ils en sont très fiers, ce lait d'Île-de-France, c'est le leur, c'est aussi une aventure inédite. Intermarché s'est associé avec 3 fermes yvelinoises, Viltin à Jouy-en-Josas, la ferme de Bissy à Bonnel et la ferme de Thiverval-Grignon pour distribuer et produire le lait d'Île-de-France. Ça crée aussi, je dirais, une valeur ajoutée sur notre lait, de façon à ce que nos entreprises puissent vivre, continuer à gagner de l'argent, continuer à investir et pouvoir continuer à se développer. Eh bien, on espère retrouver déjà un souffle de trésorerie, clairement, et puis c'est faire connaître notre ferme, notre production, alors notre et nos fermes d'ailleurs, parce qu'on raisonne collectivement avec Bissy et Viltin, et voilà, faire connaître aux consommateurs qu'il y a une ferme, qu'ils peuvent venir ici visiter la ferme. En chiffres, le lait d'Île-de-France, c'est 1200 vaches sur 3 fermes et 10 millions de litres par an. Vendu 80 centimes la brique, il est collecté et conditionné par la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel, située dans le Loiret, le 5e partenaire. On a l'assurance que le produit va être mis dans les magasins, va être valorisé. Ensuite, c'est à nous d'aller expliquer aux consommateurs pourquoi ce produit-là, il a de l'intérêt pour lui en termes de qualité produit, en termes de prix, en termes ensuite de revalorisation au niveau des producteurs de lait. Et c'est tout l'enjeu que l'on a aujourd'hui.
Une tentative de réponse à la crise du lait, cette brique est distribuée dans 237 magasins en Île-de-France. Initié par Intermarché, le partenariat vise à développer une nouvelle filière régionale d'approvisionnement, mais aussi de mettre en valeur ces fermes. Beaucoup de clients déjà ne savent pas qu'il y a des fermes dans le 78 qui font du lait, donc ça c'est important de le savoir. Ensuite, ce sont des fermes qui sont ouvertes au public, donc aujourd'hui le consommateur qui va être curieux va pouvoir aller les visiter, pourquoi pas. Et aujourd'hui la qualité du lait qu'on vend est irréprochable, donc on est très à l'aise sur le sujet. Le lait d'Île-de-France est exclusivement vendu par les mousquetaires jusqu'au 30 septembre. Par la suite, il pourra être commercialisé par d'autres enseignes. Sur la première année, pas moins de 23 000 briques de lait attendront pour une future dégustation. Olivier Gousseau, quel regard vous portez sur cette initiative, ce lait 100% Île-de-France? Est-ce que c'est ça la solution pour répondre à la crise, se rassembler pour être plus fort et puis pour distribuer des produits locaux du terroir, on va dire? C'est une très très bonne initiative. De toute façon, il va falloir diversifier, chercher des revenus autres que notre métier de base. Donc si on peut aller de la transformation jusqu'à la commercialisation, c'est vraiment l'idéal. Ce qui se passe, c'est que quand on touche à plusieurs métiers, c'est un peu compliqué à gérer, mais par contre, ça va peut-être pouvoir créer également de l'embauche dans le monde agricole. Est-ce que ça se passe aussi du côté des consommateurs qui doivent changer leur façon de consommer tout simplement, et puis d'aller peut-être voir la ferme d'à côté, le producteur local? Et puis c'est vrai qu'en Île-de-France, on ne le sait pas forcément, c'était dit dans le sujet, mais il y a des producteurs locaux, même si on est en région parisienne. Tout à fait, comme vous le dites, en région parisienne, on est encore 4500 exploitations agricoles. Donc on représente quasiment 50% du territoire. Il ne faut pas nous oublier, c'est vrai qu'on fait partie justement du poumon vert un petit peu de Paris. Il y a un manque de reconnaissance selon vous aussi du monde agricole aujourd'hui? Votre place dans la société? Non, je sais que de ce côté-là, la population elle est reconnaissante justement. Elles sont fières justement, je vois ceux qui habitent dans nos régions sont contents d'habiter dans un petit village à 30 km de Paris. Ça c'est sûr que c'est une chance inespérée. Donc de ce côté-là, on apporte une qualité de vie qui n'est pas négligeable. Après, on a des conflits entre les ruraux et les nouveaux néo-ruraux, mais ça, c'est une autre histoire. Retour à la politique maintenant avec le département des Yvelines, décidément au cœur de la primaire de la droite et du centre. Mardi, Nicolas Sarkozy, le président des Républicains, tenait un meeting à Poissy entre dédicaces et table ronde. L'ancien président de la République n'a jamais évoqué ses soucis judiciaires. Reportage. Comme si de rien n'était, il serre des mains, fait des selfies, signe des autographes. Nicolas Sarkozy était dans les Yvelines pour parler éducation. Après une table ronde à Orgeval avec des professeurs d'école, il s'est rendu à Poissy pour dédicacer son livre Tout pour la France, l'occasion pour l'ancien président de la République de mesurer le soutien indéfectible de ses partisans. Aucun doute, j'ai toujours confiance en lui. Je le soutiendrai jusqu'en 2017. Je veux l'aider, enfin on peut tous l'aider si on rassemble les Français, oui, on peut l'aider. Oui. Je ne vois pas qui d'autre peut nous sortir de ce guêpier dans lequel on est aujourd'hui, entre les attentats, Calais, le social qui nous prend un argent monstrueux aujourd'hui, les subventions des communes qui disparaissent comme neige qui fond au soleil. Voilà, donc je pense qu'il n'y a que M. Sarkozy, oui, aujourd'hui, franchement, qui peut faire quelque chose pour la France. Soutien également du côté des élus locaux, alors que Nicolas Sarkozy a vu son agenda judiciaire se remplir en début de semaine avec l'annonce de son éventuel renvoi devant le tribunal dans l'affaire des comptes de campagne. Vous savez, les comptes de M. Jospin n'étaient pas exacts, on le sait maintenant. M. Dumas a raconté ça et le Conseil constitutionnel a préféré regarder ailleurs. Ça a été la même chose pour les comptes de M. Balladur. Bon. Cette histoire de comptes de campagne, ça me paraît être un péché véniel. Les gens font la part des choses. Voilà. Faut arrêter de penser que les gens ne sont pas capables de voir, les énormes ficelles, les câbles que tendent la majorité actuelle pour entraver la route d'un homme vers la présidence. Calme, serein, devant une salle acquise à sa cause, le président des Républicains a tenu à rassurer, s'il en était encore besoin, ses partisans. Rien ne l'empêchera d'être candidat. Aucune polémique, aucune manœuvre, aucune manipulation, aussi honteuse soit-elle, ne me détournera d'un centimètre de ma volonté absolue de construire avec vous une alternance forte, une alternance franche, une alternance perceptible par tous les Français.
Avant la présidence, Nicolas Sarkozy devra passer par la case primaire. Les candidats officiels seront connus le 9 septembre pour une élection les 20 et 27 novembre prochains. Olivier Gousseau, les candidats à la présidentielle vont forcément essayer de vous séduire à l'approche de la présidentielle, justement. C'est comme ça tous les 5 ans. À quelle annonce, à quelle mesure vous serez particulièrement attentif le jour de faire votre choix? Ça va être justement le fait de nous soutenir, savoir qu'est-ce qu'ils vont nous faire par rapport au maintien de nos faibles... Non, de la diminution de nos charges. On en est là, quoi. C'est payer moins de charges pour arriver à nous soutenir. Par rapport, justement, même il faudrait presque mettre des filets de sécurité par rapport à la concurrence internationale. Ça va se jouer au niveau mondial. Je dis, on n'est plus dans une petite échelle française. Là, ça va dépendre, justement. On espère avoir une Europe forte avec l'alliance d'Angela Merkel qui va arriver peut-être à avoir une Europe vraiment très forte, parce que l'agriculture représente justement 70% de l'Europe à la base. Là, si on n'a pas d'agriculture forte européenne, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va devenir, quoi. L'actualité de la semaine, c'était également la reprise de l'école pour 80 000 collégiens et 5 000 enseignants yvelinois. La nouveauté cette année, c'est évidemment la réforme des collèges. Elle est contestée depuis des mois par une partie des syndicats. Aide personnalisée, développement du numérique. Le recteur de l'Académie de Versailles s'est rendu au collège de l'Agio à Elancourt pour défendre ces nouveautés. Un reportage de Nicolas Dandry. Pour les élèves et les enseignants, le changement c'est pour maintenant avec la réforme du collège. Sur fond de contestation syndicale, le recteur de l'Académie de Versailles a tenu à défendre cette transformation, notamment d'ordre pédagogique. L'aide personnalisée qui fait que les professeurs vont travailler avec les élèves par groupe, soit parce que certains ont des difficultés, soit en faisant travailler ceux qui ont plus réussi à côté d'autres élèves. Une pédagogie aussi par projet à travers les enseignements pratiques interdisciplinaires. La réforme du collège apporterait de la progressivité dans l'évaluation. Les classes de 5e, 4e et 3e seront pensées globalement, avec une adaptation du programme par rapport à l'évolution des compétences des élèves chaque année. C'est un processus pendant 3 ans, pendant lequel les professeurs doivent étaler les acquisitions, pas les répéter chaque année, les penser par rapport à un objectif. C'est ça le grand changement. Ces changements faciliteraient l'intégration du numérique dans les collèges. Une priorité dans l'Académie de Versailles avec son plan numérique pour l'éducation. Le recteur a donné un kit composé d'une tablette, d'un rétroprojecteur et d'une caméra à l'ambassadeur numérique du collège de l'Agio. Ça me permet de beaucoup mieux cibler, de beaucoup mieux différencier mes apprentissages et de personnaliser mon apprentissage par rapport à chaque élève. Tous les élèves de 6e du collège de l'Agio ont reçu une tablette à la rentrée. 24 000 ont été prévus pour cette rentrée dans toute l'Académie de Versailles, avec un espoir à la clé, une augmentation de la réussite des élèves. Tout à l'heure, on évoquait la solution des circuits courts. Est-ce que aussi c'est une solution que les collèges viennent se fournir directement en produits locaux? Est-ce que c'est une pratique qui se fait de plus en plus? Est-ce que c'est une pratique qui va et qui doit se développer? On a un grand espoir sur ce domaine-là de restauration dans les écoles. On a besoin de débouchés de toute façon, donc ça c'est un très grand débouché. Et c'est vrai qu'on est tout près de Paris, c'est dommage par rapport à la pollution de faire venir de la marchandise de l'étranger. Autant se servir des circuits courts, ça c'est une demande très forte de notre monde agricole également. C'est la fin de ce 7-8 hebdo. Merci Olivier Gousseau de nous avoir accompagnés pendant cette demi-heure. Je rappelle que vous êtes membre de la FNSEA et c'est rallié aux Allué-le-Roi dans les Yvelines. Merci à vous de nous avoir suivis et bon week-end à tous.